extrêmement intéressante. Je demande maintenant à François Varlet de Saint-Étienne. Alors François Varlet, je le présente rapidement parce que je le connais bien et je l'apprécie beaucoup. Il a travaillé dans l'équipe avec Montupet de Paris. Et François Varlet, je l'ai fait venir au Cambodge où il participe à nos missions cambodgiennes à l'enseignement et s'occupe particulièrement de la chirurgie pédiatrique, bien sûr, viscérale. Monsieur le Président, merci pour votre introduction fort sympathique. Merci à Philippe Montupet de m'avoir invité à cette très intéressante réunion. Alors je vais vous paraître probablement un peu ringard parce que je vais vous parler de chirurgie et j'essaye quand même d'être un peu moderne et essayer de faire ce traitement sous cœlioscopie. Alors on a commencé la cœlioscopie dans les années 90. Et on a été conforté dans l'appendicectomie sous laparoscopie par les interventions de Jeff Valla et Philippe Montupet ici même en 1993. Et en fait, en 2012, eh bien, on se rend bien compte aujourd'hui qu'il n'y a toujours pas de consensus et que c'est difficile de prendre des décisions. Toujours est-il qu'au CHU de Saint-Étienne, on est à près de 2000 appendicectomies sous laparoscopie. Mais après les études épidémiologiques, je ne sais pas si c'est très bien de montrer ces chiffres. Voilà comment on prend les appendicites aiguës dans le service, comment on prend en charge ces appendicites aiguës. Donc elles sont toutes opérées sous cœlioscopie, sauf une contre-indication de type hypertension intracrânienne ou cardiopathie sévère. Quand il s'agit d'une appendicite aiguë simple, eh bien, on l'enlève sous laparoscopie. C'est pas toujours facile, mais la plupart du temps, c'est faisable. Quand il existe une péritonite aiguë, eh bien, c'est aussi une laparoscopie. Et dans une très grande majorité des cas, on peut traiter l'enfant de cette péritonite avec cette voie d'abord. De temps en temps, on convertit en laparotomie quand il s'agit d'une péritonite très ancienne, très inflammatoire, pour laquelle c'est vraiment difficile de faire un bon traitement sous laparoscopie, à moins d'y passer 8 ou 9 heures, mais ceci ne me semble pas très intéressant pour l'enfant. Et quand il y a un abcès appendiculaire, nous avons un abord un peu différent, c'est-à-dire qu'on commence quand même sous laparoscopie à traiter. Et si jamais la dissection est difficile, délicate, eh bien on s'arrête très vite. On met un drain, comme disait M. Beaulieu, et on met des antibiotiques avant de réintervenir quelques mois plus tard. Mais dans la plupart des cas, il faut bien dire qu'on réussit souvent, en tout cas, à faire le traitement de l'abcès en un temps, c'est-à-dire qu'on peut tout traiter et on n'a pas eu l'impression d'avoir une morbidité extrêmement importante. Les trois techniques utilisées sont en majeure partie la technique dite IN, avec la totalité de l'appendicectomie sous laparoscopie. Il existe des variantes. On peut traiter avec un seul trocar ombilical et cette optique décalée, comme vous pouvez le voir sur la gauche, qui permet d'extérioriser l'appendice à l'ombilic et le traiter entièrement en dehors. Et une technique mixte où on peut faire une partie sous laparoscopie, une partie avec extériorisation de l'appendice en fossile droite. Alors, voilà très rapidement les avantages que l'on voit, nous, à opérer ces enfants sous la laparoscopie plutôt que par laparotomie de type McBurney. Je trouve qu'on voit toujours très bien les lésions. Ça, c'est très important. Je n'ai pas le temps de développer ici le diagnostic différentiel, mais de temps en temps, on trouve une autre pathologie. Et à ce moment-là, on respecte l'appendice et on traite la pathologie en cause. Vous voyez qu'on fait très peu de traumatisme des viscères. Et quand il y a un appendice sous-séreux, il est très facile de le libérer et de le disséquer sous un parfait contrôle de la vue. La laparoscopie, à mon avis, est reine quand l'appendice est ectopique. Et vous voyez ici donc une appendicite pelvienne. Et le traitement de cette appendicite est beaucoup plus facile que par laparotomie. On n'a pas besoin de s'agrandir. On voit parfaitement ce que l'on fait. On peut laver. Et on peut libérer cet appendice progressivement, plus ou moins facilement. Ici, vous voyez que l'appendice se libère facilement. Voilà, et on va donc pouvoir terminer le traitement sans difficulté. Un autre exemple, une appendicite sous-hépatique. Là, le lavage a été fait. Vous voyez l'appendice, la pointe de l'appendice qui est très abîmée. Et on va pouvoir traiter et faire l'appendicectomie. Et j'utilise volontiers et même quasiment systématiquement la pince bipolaire qui permet d'éviter toute brûlure des organes avoisinants, contrairement au crochet, même si on est habitué.
En ce qui concerne les péritonites aiguës, eh bien, la laparoscopie est pour nous aussi un excellent moyen de traitement, car le bilan peut être tout à fait précis. On sait exactement où se trouvent les fausses membranes, le pus, et on peut tout traiter de manière parfaite, je dirais. Après un lavage important, eh bien, on peut traiter l'appendice. Vous voyez ici une énorme appendicite aiguë, et on peut donc, avec la pince bipolaire, parfaitement traiter cette appendicite aiguë. Après la chirurgie, on met en route une triple antibiothérapie pour 5 jours, de la même manière que ce que vous a présenté Arnaud Bonnard. Alors depuis 2001, entre 2001 et 2011, nous avons fait 1113 appendicectomies. Je n'ai malheureusement pas pu revoir tous les dossiers car la séance était prévue initialement en octobre et j'étais un peu pris de court. Je vous prie de m'en excuser. Je peux quand même vous dire que nous n'avons eu aucun accident péropératoire lié à la célioscopie, aucun décès, pas de plaie viscérale, pas de plaie vasculaire. Et à mon avis, c'est une technique tout à fait sûre et reproductible. Les complications pour nous ont nettement diminué grâce à cette voie d'abord, notamment en ce qui concerne les abcès de paroi et les occlusions sur bride. Je vais vous l'illustrer en vous rapportant les cas de péritonite aiguë qui ont été traités entre 1995 et 2007, car nous avons fait des laparotomies jusqu'en 2001 environ. Il y avait 264 cas, donc péritonite et abcès appendiculaire. Le plus jeune avait 4 mois, ce qui est assez rare, jusqu'à 17 ans. Et nous avons fait la même technique opératoire, la même antibiothérapie, ce qui nous a permis de comparer un peu ces deux séries. Dans la série laparotomie, eh bien, les abcès de paroi surviennent dans 7,7% des cas, alors qu'après laparoscopie, on est à 1,2% des cas. Et j'ai mis là 2 cas où c'était des petits suintements, mais pas vraiment un gros abcès, mais je les ai quand même comptés. En tout cas, c'est hautement significatif. En ce qui concerne les abcès profonds, eh bien, on a dû avoir de la chance parce qu'on n'en a pas beaucoup plus en laparoscopie, puisque vous voyez que c'est 2,9%, 5,5% pour les abcès profonds. Ce n'est pas significatif, mais on va y revenir. Et par contre, très significatif, c'est le taux d'occlusion sur bride. On sait que ces occlusions sur bride sont beaucoup plus fréquentes après péritonite qu'après appendicite simple. Et c'est confirmé ici, puisqu'on a 9,9% d'occlusion sur bride après laparotomie pour seulement 0,6% après laparoscopie, ce qui est hautement significatif dans notre série. Alors, qu'est-ce qui se dit dans la littérature ? Eh bien, ce n'est pas toujours évident. J'ai repris quelques séries. Une première série de Californie, de gènes, concernant les enfants, et en fait, avec des chiffres extrêmement impressionnants, puisqu'en Californie, ils ont regroupé entre 1999 et 2005 toutes les appendicectomies effectuées dans tout le territoire donc, de l'État de la Californie. Donc vous voyez qu'il y a eu 63 621 appendicectomies sous laparotomie et plus de 32 000 sous laparoscopie. Autrement, Ingram, qui fait partie du collège des chirurgiens américains, a repris là chez les adultes. Il a interrogé un certain nombre d'hôpitaux avec les chiffres que vous voyez, plus de 7 000 McBurney, plus de 24 000 laparoscopies. Et ces deux auteurs sont d'accord pour dire que la laparoscopie diminue significativement les abcès de paroi, ça c'est sûr, et que par contre, la laparoscopie favoriserait les abcès profonds de manière assez significative. Je vous ai mis une dernière publication sur la dernière ligne de l'équipe anglaise de Chelsea, avec 700 laparotomies, presque 500 laparoscopies, et pour eux, ils sont un peu comme nous, ils trouvent qu'il n'y a pas de différence très significative. Mais on n'a évidemment pas les mêmes chiffres que les deux publications précédentes. Concernant les occlusions sur bride, alors toujours l'étude californienne, où là, qui montre que le taux d'occlusion sur bride après péritonite est nettement inférieur après laparoscopie. Et j'ai repris la série de François Beckmer de Strasbourg, qui, à propos de plus de 1600 appendicectomies, trouve une différence très significative du faible taux d'occlusion sur bride après laparoscopie. Alors ma conclusion, je suis donc très chirurgical, j'opère tous les enfants sous laparoscopie,
Je suis profondément convaincu que c'est un excellent moyen. On voit bien ce que l'on fait. Je trouve qu'on explore mieux et de temps en temps, des diagnostics différentiels peuvent apparaître sous cœlioscopie qui seraient passés inaperçus avec un McBurney. Je trouve que c'est le traitement idéal pour moi dans les appendices ectopiques, les péritonites aiguës, même s'il y a probablement plus d'abcès profonds. C'est un traitement sûr, il n'est pas dangereux, il est reproductible. On aide beaucoup les internes, les chefs, tout dans le service. Et vraiment, c'est une technique qui nous apparaît très très sûre. Et je trouve que le taux d'abcès de parois et d'occlusion sur bride a très nettement diminué. Et nous n'avons quasiment plus aucune occlusion sur bride dans le service. J'ai certains collègues qui disent on va faire les cœlioscopies chez la fille et pas chez le garçon. Moi, je trouve ça totalement injustifié. Il n'y a pas de raison que les garçons fassent des occlusions sur bride aussi. Voilà, alors ici devant cette très noble assemblée, je vais être un peu provocateur, je m'en excuse, mais à mon avis, le McBurney n'a plus tellement sa place, même si il a rendu d'immenses services pendant plus d'un siècle, mais je crois que la laparoscopie fait quand même mieux. Et en tout cas, dans toute l'équipe, dans le service, on ne voudrait certainement pas d'un retour en arrière. Je vous remercie. Merci beaucoup François Varlet. En tout cas, votre présentation, qui sera peut-être critiquée, donne l'impression d'une grande sécurité. À la fin de cette magnifique séance, je ne voudrais pas jouer les Cassandres, mais étant depuis 10 ans dans une commission d'indemnisation des accidents médicaux, nous avons eu en 2011 2 cas de mort suite à une appendicectomie. Je dis bien une appendicectomie. Et je suis arrivé un peu en retard, mais je n'ai jamais entendu parler dans l'éventuelle complication de syndrome du 5e jour. Alors il s'agissait dans les 2 cas de syndrome du 5e jour. Le premier était un enfant de 10 ans. Appendicectomie, d'après l'expertise, l'anapathe montrait des lésions légèrement inflammatoires. Au 5e jour, il était rentré chez lui, douleur abdominale, réhospitalisé où il avait été opéré. On dit à la famille que ce n'est pas grave et on le met sous antibiotiques, alors qu'il avait de la fièvre, etc. Il a fallu attendre pour être transféré dans un service de réanimation qui fasse un certain nombre de défaillances polyviscérales dont il est mort à 10 ans. Deuxième cas, et c'est presque encore plus grave, c'est une jeune de 17 ans qui avait à peu près le même tableau, même scénario, appendicectomie, renvoyée dans sa famille, 5e jour douleur, péritonite, non opérée. Syndrome de défaillance polyviscérale, transféré quelques jours plus tard dans un service de réanimation dans un centre plus important. Là, elle a été opérée, elle s'en est tirée, moyennant quoi maintenant, elle a des troubles cérébraux majeurs, elle a une trachéotomie à vie. Alors je pense que malgré tout, on ne peut pas terminer une séance comme ça sans dire que l'appendicite est dangereux. C'est grave. Il y a aussi des dangers de l'appendicectomie. Oui, je vous remercie. Oui. Monsieur François Dubois, qui a une grande expérience de la cœlioscopie. Puisqu'il est, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, un des initiateurs de la cœlioscopie en France. Oui, donc je voulais dire à propos de l'historique que vous avez fait, il faut se souvenir que c'est Kurt Sem de Kiel qui a publié la première appendicectomie en 80 et que Philippe Mouret l'a fait en 83. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, vous l'avez très bien dit, mais l'avantage énorme de la laparoscopie, c'est pour les appendicectomies et les appendices ectopiques. Et un de mes plus mauvais souvenirs, c'est un jour avant la laparoscopie. J'opérais une ravissante starlette, j'étais parti par une petite incision dans les poils suspubiennes et elle avait un appendice sous-hépatique. Alors, vous voyez ce que ça peut donner. D'abord une cicatrice étendue et puis ensuite des difficultés énormes. Donc, ça vous avez tout à fait raison. Quant au syndrome du 5e jour, c'est un très vieux problème. Je me souviens quand j'étais assistant de M. Laurence, c'était avant la laparoscopie, et il y avait une grande discussion, faut-il opérer ou non? Et chez M. Laurence, on ne les opérait pas, on les traitait par antibiotiques, et en général, ça s'arrangeait très bien. Quand j'étais interne, c'est totalement dépassé. Le débat, c'était faut-il enfouir ou pas enfouir? Alors, vous voyez, tout à fait. Bon, je crois malheureusement qu'on va... Alors, une dernière intervention.
intervention d'un vieux, bien entendu. On vient de parler de chez M. Laurence. Chez M. Laurence, il y avait un mot qu'on n'employait pas, c'était appendicite. Mais par contre, on disait douleur abdominale. Et c'était toute une salle de douleurs abdominales. Et je pense que ça serait très important de le présenter comme ça, parce que du coup, les examens dits complémentaires auraient tout simplement leur place. Car moi, j'ai vu des adénopathies mésentériques au cours de la rougeole, au cours de pneumopathie, au cours des oreillons. Et je pense que ça serait bien mieux qu'on parle de douleur abdominale. Je vous remercie beaucoup parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, il y avait que 10 minutes. Mais nous n'opérons en gros qu'une douleur abdominale, qu'une douleur de la fosse iliaque droite sur 6, à peu près. Et la deuxième chose, pour faire bref, et qui est aussi, à mon avis, un absent, c'est le diverticule de Meckel. On nous a toujours appris, et c'est ici Patrick Carlios qui est Tout à fait. venu, et M. Pellerin avec ses 250 cas de Diverticulite, diverticule ouais. de Meckel. Alors, vous avez fait une petite allusion à des diagnostics différentiels, mais alors, lorsque vous rencontrez un diverticule qui soit sous-séreux de Meckel, ou bien qu'est-ce que vous pouvez faire? Est-ce que vous le faites par la paroscopie également, ou au contraire, vous passez par médiane? Quand on a un diverticule de Meckel, si on est en situation d'appendicite aiguë, d'abcès, de péritonite et tout, je traite l'appendice et je laisse le diverticule de Meckel. Je note sur le carnet de santé. Si le diverticule de Meckel a un aspect qui paraît pathologique, je le réopère quelques mois plus tard. Les diverticules de Meckel, actuellement, on peut les opérer aussi sous célioscopie. Et en fait, moi, j'utilise la technique d'extériorisation du diverticule au niveau de l'ombilique. On fait la résection suture, résection anastomose à l'extérieur et on réintègre ensuite l'anastomose comme cela. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup. Donc, avant que vous parliez, je voudrais dire quelques mots. Nos journalistes sont... Je crois que cette séance méritait d'exister. Séance sur l'appendicectomie ou l'appendicite revisité était très intéressante. Elle a manifestement, le sujet évolue, il y a des approches nouvelles. Il y a quand même quelques points fondamentaux. Il y a une grande différence quand même qui persiste entre l'attitude chez l'enfant et chez l'adulte. Deuxièmement, je crois qu'on est en droit de refroidir une appendicite compliquée si on est certain. Mais ceci, en milieu chirurgical, sous surveillance, il n'est pas encore question de laisser rentrer les gens chez eux, les malades chez eux, comme on me l'avait suggéré. Il y a une place pour le traitement radiologique interventionnel dans les abcès appendiculaires. Par drainage, sous échographie plutôt que sous scanner, c'est quand même assez compliqué le drainage sous scanner. Alors l'appendicectomie secondaire va se discuter. D'après, j'ai relevé 17% des cas. Donc oui, mais pas toujours. On peut peut-être, dans certains cas, se passer de l'appendicectomie secondaire, mais encore faudra-t-il un suivi sur plusieurs années. Et 1 an ne suffira pas pour être certain qu'on avait raison. Enfin, il y a une place indiscutée pour l'approche hélioscopique, et les résultats qu'on vient de nous apporter sont manifestes. Et le bénéfice majeur, c'est l'appendice ectopique et puis la diminution du nombre d'occlusions par bride. Voilà mes conclusions personnelles. Je vous remercie d'être restés si nombreux. J'espère qu'on aura toujours des séances aussi intéressantes. Merci à tous.